2021. Merci de votre fidélité. Merci également de la confiance. Vous qui êtes très nombreux partout dans le monde. Merci à tous les auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Vous nous suivez en fréquence modulée des 96.8 MHz. Également à ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube. CCTV Ralik officiel. Ouverture ce lundi 15 mars de la session ordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, des enjeux importants, vous le savez, c'est l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, entre autres, également des questions de réforme électorale ou de la gouvernance électorale. On en parle avec nos invités, le gouvernement Samalou Kondé, justement, qui tarde à être publié, toujours latente. Il semble la gestion des ambitions plombe donc la formation de ce gouvernement Samalou Kondé. Élection 2023, on en parle encore, mesdames et messieurs, avec cette mise en garde du comité laïque de coordination. L'horizon électoral commence-t-il déjà à s'assombrir, s'interroge le 7C qui s'inquiète de la détérioration du climat politique concernant la question électorale et note des signes d'une volonté de faire dérailler les trains électoraux. Et on en parlera avec nos invités sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Et aussi, sachez-le, que l'un des enquêtes, des dossiers également qu'on va aborder tout au début de cette émission, la grande question, aujourd'hui, je crois que tout le monde l'a suivi, dans la diplomatie congolaise qui est dans les passes, qui a réellement vendu l'immeuble diplomatique de la RDC à Tokyo, au Japon. En tout cas, les enquêtes sont menées. On en parlera tout à l'heure avec Eric Wemba, qui est également notre invité, à la régie des voies aériennes. On en parle. On a cru qu'après la mise à l'écart de Abdullah Bilengue, les choses vont s'améliorer à la RVA. Ce n'est pas le cas. En tout cas, selon l'intersyndicale qui tire la sonnette d'alarme, rien ne marche à la RVA sous la gestion de DG ad interim William Pambou. On en parlera également avec nos invités. 3 invités également. Je rappelle que nous avons perdu un de nos confrères. Il s'agit de Félix Zola. Félix Zola qui était le coordonnateur de journal en langue Lingala Ngonge Beti à Canal Kin Télévision. Il a tiré sa révérence hier dimanche ici à Kinshasa. Paix donc à son âme et condoléances à sa famille biologique et aussi à toute la famille de la corporation, particulièrement de Canal Kin Télévision. Pascal Onge, bonjour. Bonjour Michel, bonjour également aux téléspectateurs. Vous citez un cas qui nous a choqué depuis hier, la disparition de notre confrère, mon collègue, parce que nous partagions les services ensemble. Lui était à Lingala, moi j'étais rédacteur en français. Et quelques temps après, je suis allé au programme. À un moment, j'ai quitté, je suis allé ailleurs. Il nous a quittés, un garçon qui a su conduire son magazine jusqu'à l'élever au niveau un garçon humble, non conflictuel, peu de problèmes avec les gens. C'est comme ça que je l'ai connu. Dire ainsi le principe de la nature. L'autre effet de regret, c'est aussi pour mon formateur politique, Henri Thomas Kondo, parce que l'information ne pas encore revenue sur kiosque. Et c'est celui-là qui m'a appris comment articuler sur des raisons philosophiques. On échangeait avec lui, je m'en souviens. On discutait sur l'existence, si ou l'existence n'existait pas. Et donc il faut être fondamentalement scientifique pour comprendre, mais nous étions dans la vie de Hill, le monde n'existe pas. C'est dans nous, donc c'est nous qui faisons le monde en fait. Voilà, lui aussi c'est le principe de la nature. Mais il y a un fait qui me fait fâcher, au fait c'est la réaction de la famille de Caleb Moutonde. Et faire une déclaration, non, il a disparu, ignorant que c'est lui qui a fait disparaître les gens depuis tous ces temps. Il s'est caché, vous savez qu'il s'est caché, mais vous ne pouvez pas dire qu'il a disparu. Mais si c'est ainsi, vous auriez dû, depuis tous ces temps qu'il faisait le mal contre les autres, prodiguer ne fût-ce qu'un petit conseil familial, père. Mon mari, ce que vous faites là, ce n'est plus normal, tout le monde déplore votre comportement, mais ce qui n'a pas été fait, aujourd'hui on le fait. Et c'est comme ça que je pose toujours la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. C'est particulier que Caleb se cache, lui qui faisait cacher les gens. Voilà, Eric Wemba, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être venu. Merci, nous sommes là.
Même si en venant ici, j'ai vu des Congolais aller chercher de l'eau et du courant. Mais je constate quand même que ça préoccupe moins l'élite politique congolaise. Ce qui les préoccupe, c'est 90 postes pour tel ministère. Donc les Congolais peuvent continuer à souffrir tant qu'ils ne sont pas devenus ministres. En tout cas, le spectacle qu'on nous offre maintenant est vraiment désolant. Hein? Être ministre, c'est un sacerdoce au service du grand nombre. Ce n'est pas une bénédiction divine. Les gens se bousculent, il y a des gens qui sont prêts à vendre leur mère, les gens sont chez les petits chers, je ne sais pas. Tout le monde, il y a 40 C'est une question de survie. Des survies, des vies et des morts. Donc, vous voyez, donc, entre-temps, les Congolais sont abandonnés à leur triste. C'est bien de le rappeler à chaque matin, à chaque fois qu'on a l'occasion. Merci Eric Wemba. Aimé Moutombo, bonjour. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Bonjour aux différents téléspectateurs de cette émission qui a une forte audience au sein de la population congolaise, non seulement à Kinshasa, mais à travers le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Justement, lorsqu'on parle de l'eau, l'électricité, on parle sur des routes. Hein. Oui, exactement. Et là aussi, c'est un problème avec les embouteillages, on en a parlé. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes ou soit des solutions palliatives à ces problèmes aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas encore le fait? Vous savez, qu'il y avait des projets, est-ce que c'est pas encore? Vous savez, mon cher Michel, j'aimerais dire à vous et à nos téléspectateurs qu'on commence toujours quelque part. Alors, tout est déjà prêt pour le lancement du projet Tshilé-Gelou. C'est un projet qui va doter à la ville de Kinshasa 66 km, 40 km dans le cadre du projet Tshilé-Gelou et 26 km dans le cadre du projet Moderne Construction. En tout cas, sauf imprévu ou changement des dernières minutes, le lancement se fera le mercredi de cette semaine. Bon, je ne suis pas habilité à annoncer cela, mais du moins, je tiens à signaler que tout est déjà prêt. On commence toujours quelque part. Dans le cadre du projet 100 jours, il y a eu 40 km, mais cette fois-ci, il y aura 66 km. Ainsi de suite, on va aller... Il y a déjà les financements, tout est calé. Tout est déjà, c'est-à-dire les sociétés qui vont exécuter ces travaux ont déjà reçu l'argent, c'est-à-dire on a fait déjà les virements bancaires. Alors, il ne reste plus que le lancement par rapport à l'agenda du premier citoyen congolais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, initiateur de ce projet. Ça va permettre aussi à résoudre un peu plus le problème d'embouteillage, par exemple, avec des routes secondaires. Vous espérez? Oui, j'espère, parce que déjà, vous voyez les tronçons comme Limité et les industriels. Du côté résidentiel, déjà, il y a des travaux qui sont exécutés. Mais cette fois-ci, le projet Moderne Construction, par exemple, il sera lancé au niveau de la 7e. Il va prendre la 7e, la 9e, 16e et d'autres avenues qui sont vraiment longtemps délabrées et construites à l'époque coloniale. Donc, ça sera aussi un ouf de soulagement par rapport aux attentes des populations par rapport aux problèmes de route. Mais j'aimerais marteler sur un point, Michel, sur la situation qui se passe au niveau de la RVA. Je pose la question. Oui, je complète parce que le confrère présente une belle émission que j'aime souvent sur les infrastructures. Ah oui, mais j'aime bien suivre. Mais c'est vraiment assez concernant, par exemple, la ville de Kinshasa. J'aimerais le voir souvent, parce qu'il est souvent sur le terrain, présenter cette émission dans des endroits où sérieusement après. Parce que avec vous ici, et je crois à travers plusieurs plateaux, j'ai toujours démontré. Avec Kabila la fois passée, j'exagérais un peu, je disais, s'il avait aimé le Congo, les choses se feraient autrement. Je m'en souviens, il raconte, j'avais eu à l'époque avec le président public, avant qu'il soit président public, je lui expliquais ma philosophie sur la réhabilitation plutôt des infrastructures à travers. Je prenais, je citais commune par commune, vous vous rendrez compte que Kabila n'a pas construit, n'a pas réhabilité. Pendant 18 ans. Et donc, c'est de cette façon que quand vous faites l'émission, c'est toujours bon. Vous allez par exemple à Ngaba. Depuis 20 ans, qu'est-ce que vous avez gagné comme route? Rien. Vous allez à Makala. Depuis 40 ans, qu'est-ce que vous avez gagné? Même pas une route. Et vous allez commune par commune comme ça. Ça va aider maintenant aux décideurs de comprendre par où prioriser de façon à impacter, n'est-ce pas, les actions et aussi permettre la fluidité de circulation des véhicules à travers la ville. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons beaucoup d'embouteillages, au fait, on n'a pas de routes. Voilà, très merci beaucoup, Pascal. S'il vous plaît, Eric, merci beaucoup pour la remarque. Alors, nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont écrit dans ce sens. Alors, nous avons opté pour changer de stratégie cette fois-ci. Nous allons commencer à présenter tous les points chauds. Le point chaud, c'est-à-dire que ce sont les points où il y a vraiment urgence de réhabilitation. Oui. Nous allons commencer avec cette stratégie pour accompagner aussi l'équipe au niveau de la présidence, pour montrer peut-être qu'il y a des réalités que le président de la République qui échappe au président de la République. Alors nous sommes décidés de commencer à faire ça, de descendre au point chaud X par exemple, et on présente la situation, on fait parler la population et ramener, même si on ne va pas tout diffuser.
à la télévision, mais on va commencer à amener ces images au président de la République pour qu'il puisse voir. Et merci beaucoup. Ce qui est important, c'est le suivi qu'il faut faire. Forum des As, mesdames et messieurs, c'est qu'on a reçu ce matin. J'allais quand même relever un point très important. C'est bien qu'on fasse des routes, mais mon ami Aimé m'inquiète épais. Je ne sais pas pourquoi les Congolais gardent l'image du président fondateur. Dans ces pays, nous sommes allés vers la décentralisation. Il y a la loi de libre administration des provinces. Vous voyez tout sous l'égide du chef de l'État. Il y a eu un 100 jours ici, initié par la présidence. Il y a eu des scandales où on a estimé que c'était simplement les directeurs des cabinets. Nous avons vu dernièrement, c'est-à-dire on veut faire des Félix Tshisekedi des dictateurs. On a vu les présidents directs à Zandou là-bas, alors qu'il y a énormément de problèmes dans le pays. Aller se transformer lui-même à l'autorité des régulations des marchés publics, commencer à distribuer tel à tel marché. Non. Dans ces pays, il y a quand même des lois. Ne faisons pas des Félix Tshisekedi, je ne sais pas, les présidents fondateurs. Non, pour la paix sociale, parce que même ici, une situation, on ne sait pas les projets qu'on parle. Comment ça s'est passé? C'est après qu'on va apprendre tel à détourner. Comment ça se passe? Comment on a donné des marchés? Non, dans tout ça, une confusion. Qu'on laisse Michel que le gouvernement exécute. Au moins, le Parlement va contrôler le gouvernement. Si c'est les projets, non, maintenant là, on nous parle du président. Maintenant, s'il y a des dérapages. Mais je pense bien que il va lancer ce soit exécuté à travers les services habilités à ce niveau-là. Il y a tellement de promesses, il y a trop de postes de première période. Laissez-moi le temps de lire les journaux parus ce matin à Kinshasa. Forum des As, rude bataille autour du gouvernement Samalou Kondé. UDPS, 80 candidats pour 8 postes. Élection 2023, le 7C condamne les attaques proférées contre la Senco, déplorant l'acharnement contre l'administrateur général Honoré de l'ANER. La famille Caleb interpelle Fachi, Seni, Lamouka pour une présidence tournante de 3 mois entre les confessions religieuses. Le journal d'émission de Matatampoyo, le PPRD s'y ridiculise davantage. Et puis l'avenir cap session de mars au Parlement, cap sur les réformes. Sénat, Bahati hérite d'une dette de 14 millions de dollars américains. La référence plus, la session parlementaire s'annonce houleuse. Fayoulou et Mouzeto proposent 16 pistes pour la réforme de la CENI. À l'horizon des élections de 2023, le destin politique de Fachi se joue entre le marteau de Samalou Kondé et l'enclume des devins ministériaux. Et puis EcoNews qui a vendu l'immeuble diplomatique de la RDC à Tokyo. C'est également l'un des titres que nous abordons avec vous. Aimé Mutombo, je commence par vous avec cette affaire de la RVA. Il semble que rien ne marche. Après, je disais tout à l'heure, la mise à l'écart de Abdullah Bilengue qui est en prison à Makala, vous le savez. L'actuel ADG à l'intérim, William Pambou, en tout cas, il semble, il est de l'UDP d'ailleurs, on l'apprend, mais rien ne marche. L'intersyndicale tire la sonnette d'alarme. En tout cas, il semble, selon l'intersyndicale, que la RVA est vraiment au bord de l'implosion. Que reproche-t-on à la gestion de William Pambou, finalement? Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Par exemple, je vais commencer par les 6 mois de retard d'impayement des agents de la RVA. Ça fait 6 mois. Lui, il jette tout sur la tête d'Abdallah Bilengue, qui est en prison malheureusement. Qui, pour lui, la première des préoccupations de Bilengue, c'est d'abord de sortir. En dehors de ça, l'intersyndical a écrit plusieurs fois à M. Pambou, l'intérimaire, pour échanger, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent sortir de cette situation. Mais à chaque fois, il n'est pas toujours disponible. Il ne vient pas au travail. Oui, il n'est pas réceptif par rapport à ça. Il les a envoyés auprès d'un directeur. Après, donc, il n'y a pas de solution palpable jusqu'à ce point. Mais ce qui est encore très grave, M. Pambou s'est permis de suspendre des gens. Pendant le temps où le chef de l'État lui-même a interdit les mouvements des agents au sein des entreprises, même au sein des ministères, lui qui s'est dit être de l'UDPS, il a suspendu les gens sans pour autant écouter d'abord. On devait d'abord donner une lettre de demande d'explication. Lui a commencé d'abord par suspendre. Et 2 semaines après, il vient faire suivre la lettre de demande d'explication. Donc c'est comme s'il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire et comme s'il est aussi mal entouré. En ce moment où nous parlons, les ATC, les contrôleurs techniques aériens, ils sont montés également au créneau. On lui a écrit, mais il ne répond pas toujours. Il n'est pas réceptif par rapport à ça. Alors ses amis menacent d'aller en grève. Vous imaginez si les ATC allaient en grève aujourd'hui, il n'y a pas d'avion qui décolle, il n'y a pas d'avion qui atterrit. Imaginez-vous les conséquences après. C'est-à-dire, nous montons ici au créneau pour faire un appel au président de la République. C'est lui, le garant de la nation, le premier citoyen de la République, le papa de la nation qui a le devoir et le rôle de jouer
de répondre de donner des solutions à toutes les entités qui existent en RDC. Voilà pourquoi nous voulons dire, lui qui s'est dit être de l'UDPS, qui devait prêcher par l'exemple, de respecter ce que le chef de l'État a dit, mais il va à l'encontre, il suspend les gens. Pendant une période où on n'a pas... Et puis un intérimaire d'abord, il a nommé encore un autre intérimaire pour... En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la régie des voies aériennes, que le chef de l'État vraiment puisse trouver des solutions par rapport à ces problèmes qui se passent. On parle de la mise en place d'une milice dressée contre l'intersyndicale, oui. Des conditions aussi socio-professionnelles qui sont précaires. D'ailleurs, les agents de la RVA ne peuvent pas avoir droit à des soins de santé, en tout cas de qualité, parce que seulement à la polyclinique, il n'y a pas de médicaments. Tout cela, c'est le problème à résoudre rapidement, d'urgence d'ailleurs. Oui, lui, il accuse l'intersyndicale, que c'est l'intersyndicale qui l'empêche de payer. Je ne sais pas, par rapport à même les téléspectateurs qui nous suivent, les gens qui maîtrisent l'administration, est-ce qu'un président ou une délégation syndicale peut empêcher un mandataire de payer les agents? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire, il a parlé de 22 millions, de 23 millions. À peine, il vient de payer 60% du mois d'octobre. C'est vrai, Bilingue a laissé 3 mois. Mais depuis que lui, il est à la tête de cette structure, qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les résultats palpables des réalisations de M. Pambou Pambou à la tête de la régie des voies aériennes? Il s'est dit être de l'UDPS. Mais est-ce que la marche, sa ligne de conduite va normalement avec celle du président de la République? Moi, je dis tout de suite non. C'est-à-dire qu'il doit rentrer à l'ordre et il doit arranger pour donner une bonne solution auprès des agents au niveau de la régie des voies aériennes. Même s'il est issu de l'UDPS, je ne pense pas que l'UDPS va l'encourager à mal gérer l'entreprise. Même, il a pris même un bureau au centre-ville alors qu'il y a toujours le bureau de la DG qui se trouve. Oui, il a dit qu'on a empoisonné son bureau et selon nos sources. Nous avons les sources et beaucoup d'éléments. Nous les demandons de revenir au bon sens. Sinon, nous allons mettre à la place publique tous les éléments. Mais lui, il dit que c'est l'axe Liota et Bilingue qui les combattent. Non. Arrêtons de dire des mensonges. Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est là-bas dans sa cellule, je profite pour le saluer, le DG Bilingue là où il est. Là où il est en ce moment-là, sa cellule, peut-être qu'il est en train de nous suivre. Oui. On est en train de chercher des poux sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux comme moi. Qu'il résolve le problème des agents qui sont là sur sa table. Oui, Bilingue a laissé 3 mois, mais lui, combien de mois? Depuis qu'il est là, il a payé combien de mois? Qu'est-ce qu'il a fait de palpable et de concret? Très bien. Un commentaire? Oui, un commentaire avant que je donne la parole à Eric Wemba. Oui. J'ai été conseiller au ministère des Transports. Oui. J'ai eu à travailler avec Bilingue. Il ne peut pas être un exemple. En fait, on ne peut pas le citer comme s'il a été un bon gestionnaire. Et... Non, je l'ai pas cité pour dire qu'il est un bon gestionnaire ou pas. Je n'ai pas dit ça. Je sais que... Ne me faites pas dire, s'il vous plaît, ce que je n'ai pas dit. D'accord, mais simplement parce que quand vous les savez, tout ça, on le sous-entendu. Dans une entreprise sérieuse, ouais, selon la nomenclature, oui, il y a le président du conseil d'administration. Il y a le président du conseil d'administration, il y a le directeur général, il y a le directeur général adjoint, il y a. Lorsque le directeur général travaille mal, je pense que c'est au conseil d'administration, déjà au départ, de recadrer le directeur général. Parce qu'il est là, le patron politique, au fait, si vous voulez qu'on le dise. Alors, je ne comprends pas maintenant ce dysfonctionnement, ou ces différents dysfonctionnements passent inaperçus auprès du conseil d'administration. J'aurais voulu qu'on nous dise quelle a été la décision du conseil d'administration sur ce mauvais comportement du directeur général. C'est simplement à ce moment-là qu'on peut aller maintenant aux deuxième étape, qui est celle des syndicalistes. Parce que lorsque ça ne va pas, les syndicalistes vont poser le problème au conseil d'administration. C'est le président du conseil qui va appeler le directeur général et les autres pour siéger sur le cas et trancher. Mais j'ai l'impression comme si cette procédure n'a pas été respectée. Si elle a été respectée, alors peut-être qu'on n'est pas suffisamment informé sur la question. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Mais lorsqu'on parle de l'UDPS, non, chez moi on dit, il ne tout le un coq, né avec un bec coupé, quel que soit le temps de charge. Ce n'est pas parce que la personne est sortie de l'UDPS qu'elle est censée être meilleure. Non, ça c'est, on ne peut pas insinuer comme ça. Ici, disons que le monsieur, probablement, parce que je ne vois pas le dossier, serait un mauvais gestionnaire. Ça c'est dans son utilité comme individu. C'est individuel, donc ça passe gestion de l'UDPS. Ça c'est l'individu. Mais le
malheureusement, la RVA, le pire a été connu et on pensait trouver solution à la question, mais ça continue. Avec Bilingue, c'était opacité incroyable où des individus bénéficiaient maintenant l'argent de l'État. Merci beaucoup. On va évoluer. Pour compléter un petit mot, excusez-moi Michel, par rapport à ce que Pascal vient de dire, oui, il a raison, mais le monsieur, quand on l'appelle aux réunions, il ne vient pas. Voilà un peu le problème. Voilà. Eric Wemba, vous avez la parole. Tout à l'heure, je parlais de la vente de l'immeuble diplomatique de notre pays, la RDC, à Tokyo. Nous sommes au Japon. À l'époque, on a accusé l'ambassadeur qui était là au Japon, Didier Kitima, que c'est lui qui aurait en tout cas vendu ces meubles. Mais les enquêtes démontrent le contraire. Il semble que c'est le cas justement que vous avez pu les découvrir d'ailleurs. Après certaines investigations sur les dossiers, nous avions constaté que Kitima paye les prix pour rien. C'est un innocent qui est ici, qu'on a rappelé. D'ailleurs, vous savez que dans ces pays, on ne respecte plus rien. À partir du sommet, on ne respecte pas les règlements. Parce que quand on rappelle un ambassadeur ici, sur le plan réglementaire, c'est 3 mois. Mais Kitima vient de totaliser une année. Sans que la ministre mette même une commission d'enquête pour voir clair. Parce que justement, quand on accuse quelqu'un, il faut les contradictoires, il faut l'écouter, il faut une commission pour arbitrer. Mais maintenant qu'on découvre que la personne qui a vendu cet immeuble ne serait pas l'ambassadeur Kitima, ce serait notre ancien ambassadeur qui est au Japon, qui est présentement en Turquie, je crois. Marcel Moulumba, qui serait même le beau-fils de l'actuel ministre des Affaires étrangères. Parce que vous voyez même cette conception patrimoniale de l'État. Parce que c'est mon beau-fils, je ne les touche pas, mais l'autre est en train de payer les prix ici. Donc ce dossier n'est pas clair. C'est comme ça qu'on doit attendre le nouveau gouvernement pour qu'on mette un peu clair. Parce que ça, c'est l'image du pays quand même que nous vendons à l'extérieur. Notre manière de gérer la diplomatie. La manière dont nos diplomates sont abandonnés. Et ça amène à des situations comme ça. Pour leur survie, ils doivent vendre nos immeubles là-bas. Nous ne disons pas que ça commence maintenant. C'est depuis Belirette, depuis la fin de Mobutu, même avec Kabila, ça n'a pas été très clair. Mais on estime que quand même que ceux qui ont pris du pouvoir, qui ont promis de changer, ils doivent effectivement faire différent. Parce que là, la situation est... Et là, vous voyez aussi, depuis qu'il a été rappelé pendant presque une année, il n'a jamais reçu son salaire, encore moins... Oui, une année, on blâme tout son salaire. C'est-à-dire que nous vivons une situation un peu compliquée. On n'a jamais démis de ses fonctions, en fait. Nous vivons une situation compliquée où les règlements, tantôt c'est au nom de la paix sociale qu'on peut violer telle loi, ou tantôt les salis du peuple et la loi suprême. C'est très compliqué, on ne respecte plus rien. Donc, on trouve des justifications on trouve des justifications aujourd'hui pour expliquer, pour cautionner certaines irrégularités. Ce n'est pas normal. Un ambassadeur, mais qui paye, parce que Mme Ndeza Touba, qui est toute puissante aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères, qui peut toucher à Mme Ndeza Touba? Le pauvre Kitima peut crier comme il crie là, mais il n'y a rien. Il a écrit au Premier ministre. Mais vous savez, depuis que Ndeza Touba est là-bas, elle a fait des remue-ménages, elle a fait des situations très compliquées. C'est là où on les voit. Mais dans des situations réelles du pays, on ne sent pas la voix du ministre. C'est toujours dans des dossiers comme ça, il merde de telle ambassade, mais dans des situations réelles du pays, nos relations avec les Rwandais, les Congo étaient attaqués par-ci par-là, on ne sent pas la ministre des Affaires étrangères. Les ambassadeurs peuvent se déplacer comme ils veulent dans notre pays, on ne sait pas. Si vous allez aux Affaires étrangères, tantôt c'est tel immeuble, tantôt il faut remplacer tel ambassadeur par tel, tantôt il faut mettre mon cousin de l'autre côté là. En tout cas, ça commence à devenir trop. C'est le premier état qui n'a pas été bon. C'est le deuxième état qui commence, en tout cas on doit rectifier les tirs. On espère bien, la catastrophe, parce que là aussi, comme l'a dit, on rappelait que cet immeuble diplomatique c'était le don impérial depuis très longtemps et c'est vendu par Marcel Toumba. Et malheureusement aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Eric Wemba, on veut couvrir le forfait de son beau-fils qui est aujourd'hui l'ambassadeur en Turquie. C'est lui qui avait vendu, c'est pas Kitima. Kitima d'ailleurs qui a fait les efforts pour que nous puissions revenir sur la sellette. J'ai appris même que cet immeuble-là s'est trouvé à Makala. Oui. Imaginez que la France vient ici. Je n'ai rien contre Makala, mais quand vous allez dans un banlieue à Matadi-Kibala, c'est ça l'image du Congo là-bas. Nos immeubles-là se trouvent dans des endroits un peu compliqués. Donc on vend l'immeuble pour acheter... Ça nous rappelle pourquoi nous devons être toujours derrière, pourquoi on doit être toujours la quai. Parce que vous savez, un jour, il y avait une compétition olympique et notre basketteur qui envirait va arrêter. Quand on les regarde là-bas, c'est les baskets les moins chers. Des pauvres, des parents des pauvres. Pourquoi les Congo dans tous les domaines doivent faire figure des parents pauvres? Nous sommes un grand pays. Dressons nos fronts l'OTAN courbé.
Voilà, merci. Je crois qu'on a rappelé à ceux qui le savent pour la diplomatie congolaise, essayez de voir de près. C'est l'image du pays qui doit justement en pâtir si on ne sait pas de faire les choses comme il se doit, surtout pour la diplomatie. Ceux qui sont compétents, il faut les laisser travailler et non de mettre des bâtons dans les roues. Et je dirais même, ne politisons pas l'administration. Malheureusement. Parce qu'il a fait ça dans l'armée, on les fait ça, il y a des Congolais formés. Rentre parlementaire, les enjeux. Principalement le réforme, etc. Ce sont les enjeux, mais aussi l'investiture de ce gouvernement qu'on attend nous tous d'ailleurs. On m'a dit même, lui-même Sam Oloko commence à attendre le gouvernement à réseaux sociaux, les premiers ministres. Vous avez la parole. Les enjeux de cette phase parlementaire. C'est la rentrée parlementaire de tous les enjeux en même temps, parce que des questions fondamentales, attendues pratiquement par le Congolais, l'investiture du gouvernement comme priorité, également les lois sur la CENI de façon générale, de façon à rassurer l'organisation des élections en 2023. Je commence par le premier, en rapport avec la sortie du gouvernement. L'attente devient si longue, parce que ceux qui ont démissionné depuis très longtemps, les cabinets aujourd'hui sont vides. D'autres termes, le pays est mal géré. Et sinon, on revient à la case de départ. Quand le président prenait le pouvoir, il avait travaillé avec son directeur de cabinet. Ce qui n'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation économique, ça ne marche pas. Au départ, le chef de l'État, l'idée était de commencer par l'économie. Il a été combattu comme on ne peut pas imaginer. Parce qu'en fait, il va arrêter, vous allez vous en souvenir, lorsqu'il va bétonner l'avenue du commerce, bétonner l'avenue du travail. Et c'est comme ça qu'on l'a surnommé même béton. Après, on l'a combattu. Le combat, vous le savez, provenait du FCC. Et sur le plan politique, il s'est engagé. Il a réussi le coup tout en transformant les institutions. Mais maintenant, c'est sur le plan économique, le combat aujourd'hui. L'attente de la population. Alors maintenant, qu'est-ce qui bloque? Finalement, qu'est-ce qui bloque pour que nous puissions avoir le gouvernement? On parle de gestion des ambitions, on parle de liste, de Kabound, on parle de cela. Donc, c'est un peu compliqué. Gestion des ambitions, même si c'est 4 personnes, 4 sièges, on a 1000 personnes qui sollicitent. Mais c'est de bonnes lois, c'est de bonne guerre politique. Mais trancher, publier, c'est fini. Pour ça, on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Aucune raison pour qu'on prenne du temps par rapport à ça. Et le confrère était en train d'évoquer une question aussi pertinente, la nomination des diplomates. Ça ne peut pas aussi traîner. Si quelqu'un ne se trouve pas au gouvernement, il y a des entreprises, le confrère a évoqué également le cas de la RVA, dès que des gens comme ça font partie, il faut nommer les entreprises, plusieurs DG, c'est depuis Kabila, ils font partie, et chacun maintenant pourra se retrouver au moins les compétents. Ça va faire avancer les choses. Qu'on ne traîne plus. On attendait les 15. Les 15 est arrivé. Le principe, c'est qu'on devait avoir le gouvernement avant même la rentrée parlementaire. Nous, on pensait que la deuxième session après la rentrée en urgence, c'est l'investiture du gouvernement. Souhaitons qu'ils soient à mesure de nous sortir aujourd'hui, qu'ils soient rapidement investis. Deuxième aspect sur les lois. Et là, je reviens d'abord sur ce qu'ont dit les évêques la fois passée. À tort. Selon vous, les évêques ont dit à tort, et vous allez comprendre. Les priorités, prioriser les lois sur la gouvernance électorale. Veut que le président, je crois la loi ou le fonctionnement, une loi là, je crois la loi électorale, veut que le président de la CENI provienne des confessions religieuses. La fois passée, les confessions religieuses ont été dans l'incapacité de nous proposer une personne consensuelle pour éviter des élections contestées prochainement. Et c'est cette personne-là qui peut conduire la CENI. On a envoyé clandestinement à l'Assemblée nationale. On parlait de la tricherie. L'Assemblée nationale, par stratégie du FCC, parce qu'ils voulaient atteindre leurs objectifs en 2023. Il faut facilement entériner, arriver au chef de l'État et dire stop. Pourquoi simplement? Parce que le nom n'était pas consensuel. Le nom a créé encore des difficultés en 2023. Parce que vous savez, 2010, 2011 et 2018, nous avions eu des élections contestées, d'abord, principalement parce que les présidents qui présidaient la CENI n'étaient pas acceptés par tout le monde. Le chef a stoppé. Et donc ici, le premier responsable, s'il y a retard jusqu'ici, s'appelle confession religieuse, dont l'Église catholique fait partie. Je pense. Alors, est-ce que la désignation des animateurs de la CENI doit être un prétexte pour ne pas avoir des réformes? Non, même les réformes. On peut avoir des réformes sans pour autant vous désigner. Parce que le problème ici, c'est comment responsabiliser le chef de l'État. Dans ça, tout le monde, je crois que tout le monde comprend que vous pourriez au contraire, vous parlez des réformes. Elle ne conviendrait pas du président de la République. Si c'est le
C'est le Parlement. Et la CENI. Et le gouvernement, vous savez qui conduisait le gouvernement, c'est Ilou Kamba. Avec tout ce qu'on peut dire, peut-être qu'il y a un truc, tu comprends aussi. Mais le Parlement aussi à l'époque, si c'est ce Parlement-là de Mabunda, nous devons être sérieux. Si ce Parlement pouvait initier des lois électorales à cet instant-là, on aurait eu quel type de loi? Allez-y comprendre. Et la CENI même, à partir du moment où on n'a pas reconfiguré la CENI, mais la proposition viendrait de Nanga et avoir maintenant un bon débat à l'Assemblée nationale dans le bureau de Mabunda, mais sont sérieux. Maintenant, il y aura pas de voilà prétexte. pourquoi, maintenant, il est temps, plus qu'urgent, hélas, encore, les confessions religieuses. Ce sont eux qui donnent une facilité pour que, au niveau du personnel à la CENI, l'organisation soit faite pour que rapidement ceux-là partent à l'Assemblée nationale, poser des questions fondamentales. Mais ce qui est vrai, on n'a plus de raison. Parce que déjà, pour les réformes électorales, je crois qu'il y a 3 propositions de loi qui doivent déposer déjà au niveau de l'Assemblée nationale depuis le bureau Mabunda. Je crois que c'est question de le remettre aux frais, prioritairement, comme le disent les évêques, pour qu'on avance, si on a la volonté d'organiser l'élection de délai. Oui, moi je commencerai, je suis resté constant. Hein. J'ai dit qu'il y a un nommé Samaloukonde et Félix Tshisekedi de tuer la primature. Ça crée un tollé général aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un commissaire d'État. Pour ceux qui ont vécu la deuxième république de Mobutu, savez qu'un commissaire d'État ne formait pas les gouvernements. Il attend. Kabound doit venir avec sa liste, Kitengez où les gens doivent être parrainés, tout le monde doit être là, et Augustin Kabouya a lâché une bombe. Pour un parti au pouvoir, il y a même 70 postes pour 8 personnes. Oui, les gens se disputent. Donc c'est dans certaines officines politiques que le gouvernement est bloqué. C'est l'insouciance. Entre-temps, les pays est régi aujourd'hui parce qu'on a condamné à Caméré, c'est-à-dire les mesures conservatoires, c'est la présidence. Même certains dossiers, il faut que la présidence. On nous a parlé d'un projet ici, c'est la présidence. Alors qu'on doit avoir un gouvernement qui doit être responsable devant les parlements. Ça, c'est une première difficulté. Oui. Deuxième chose, c'est que nous attendons de grandes réformes. Les réformes sont là. N'oublions pas qu'il y a une grande réforme de la révision constitutionnelle pour revenir de 1 tour à 2 tours. Oui. Il y a un parti politique qu'on appelle Envol des délits, c'est ça qui avait déjà initié cela. Les pétitions, on a déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons qu'on puisse examiner donc, cela. Il y a un bon départ. Il y a la loi électorale déposée par G13. Il y a malheureusement la loi sur le fonctionnement de la CENI déposée par Lutundula. De l'autre côté aussi, il y a des propositions d'Adolphe Mouzitou. Mais toutes ces réformes doivent nous amener à des bonnes élections pour éviter qu'on puisse publier des résultats avant même les dépouillements. Parce que ça, nous voulons des bonnes élections au Congo. Mais j'ai vu là, on est en train de charger l'église catholique pour dire que s'il y a blocage des élections, c'est l'église catholique. Non, les confessions religieuses. Les confessions religieuses. Oui, les confessions religieuses. Non, Pascal ONG peut nous dire, aujourd'hui nous avons un budget de 3,5 milliards. Peut nous dire ce que le gouvernement réserve aux élections? Rien du tout. Il n'y a aucune volonté politique de la part du gouvernement d'organiser des élections. En même temps, il y a des... C'est la crainte même de l'Église et puis de cette... En même temps, il y a des manœuvres dilatoires. Et nous savons les tactiques. Des tactiques. Et vous avez vu Augustin parler des recensements, alors qu'il sait qu'il y a eu 3 jours glorieux où les gens ont été contre le recensement. Il y a Wakenda qui a lâché même quelque chose de grave. Que les compteurs seront remis à zéro. On peut considérer que les 2 ans-là de Kabila et de Tshisekedi, comme si c'était les déboulements. Ces manœuvres dilatoires-là sont là. Il y a une volonté de ne pas organiser l'élection. Non seulement il y a pas on ne met pas les moyens, mais on peut-être en train de craindre qu'il n'y a pas un bilan à présenter aux Congolais après 2 ans. Donc il y a cette volonté de glisser, mais nous estimons, si on veut glisser, Tshisekedi doit appliquer ce qu'il voulait faire de Kabila. Il disait que si on n'organise pas les élections dans les délais, il y aura une transition sans Kabila. Nous aussi, le 23 décembre 2023, s'il n'y a pas élection, il y aura une transition sans Tshisekedi dans ces pays. Le 25 octobre, s'il n'y a pas élection, vivement la transition sans Tshisekedi. C'est ce qu'il nous disait quand Kabila voulait violer la Constitution. Voilà. Maintenant qu'on est au pouvoir, on doit appliquer cela. Donc moi je considère que ne prenons pas des confessions religieuses. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir qui n'a aucune volonté d'organiser des élections dans ces pays. Mais vous ne m'avez pas concrétisé parce que je vous demande... On commence par... C'est important. Je vous démontre ici, en fait, de façon plus pragmatique et pratique, sur le choix du président de la CENI. C'est à la responsabilité et à la responsabilisation des confessions religieuses. C'est beaucoup plus mineur que les moyens. C'est-à-dire qu'on peut mettre des confessions religieuses. Le pouvoir, on peut désigner les responsables. Mais les moyens, vous avez dirigé le pays pendant 2 ans. Le problème dans tout ça, Eric, parce que c'est qu'il faut une volonté de commencer. Lorsqu'il n'y en a pas, ça se voit. Non, on a dirigé le pays pendant 2 ans, aucun rond pour la CENI. Alors vous dites que ce sont les confessions religieuses. Non, soyons sérieux. Voyons voir, ils sont au pied du mur, on va les juger par rapport à cela. Et Mutombo, c'est vrai aussi par rapport au gouvernement, on dit
certaines forces politiques. Mais pardon Michel. Mais pardon Michel, j'allais relever pourquoi les gouvernements bloquent aussi. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont mené la révolution parlementaire. Oui. Il y a des gens comme des Bahati, des Bemba, des comment ils s'appellent, des Katumbi, qui ont aidé Félix. Et quand on a renversé Bambunda, ils étaient au nombre de 260. La responsabilité, c'est aujourd'hui Kabound, parce qu'il a voulu prendre tout le monde. Maintenant, c'est 391, les gâteaux et petits. Vous prenez des gens qui ont été même contre cette révolution parlementaire, comme des Mikaï, vous amenez tout le monde à l'union sacrée. C'est cela où il y a les problèmes aujourd'hui. Le gâteau est devenu trop petit, il y a 391 députés. On retourne à la question, Aimé, c'est que, est-ce qu'en adhérant à l'union sacrée, c'était justement la conséquence, c'est le partage de responsabilités? Moi, je dis directement non. Non, parce que servir la République, c'est pas seulement être ministre. Moi, c'est là maintenant le blocage. Oui. Certains estiment que je ne veux pas envoyer la liste des membres par rapport à mon quota si on ne me dit pas quel ministère je vais occuper. Ça, c'est par exemple l'ensemble qui dit par exemple. Bon, je ne vais pas entrer dedans dans le problème de cette plateforme politique. Et ils ont le raison qui les ont poussés à réfléchir ainsi. Mais moi, j'aimerais dire à tous ces acteurs politiques aujourd'hui que être dans l'union sacrée, c'est pas seulement avoir un poste ministériel ou être DG ou être ambassadeur quelque part. On peut servir la nation là où on est. Là où je suis journaliste, par exemple, même tous les confrères tels que nous sommes ici, nous servons également la République à notre manière. Moi, ce que je déplore, c'est les agitations, par exemple, de quelqu'un comme Steve Mikaï aujourd'hui, qui a trahi le sénateur Bahati Lukobo hier. Oui, moi je prends son exemple. On l'avait promis un poste ministériel. Oui, je ne refuse pas, mais Némonassem, si nous comparons aujourd'hui les agitations de Némonassem à celles de Mikaï, par exemple, qui a un cursus universitaire douteux, c'est un peu compliqué. Il a trahi, c'est au nom de la trahison qu'on a retrouvé quelqu'un comme Mikaï, par exemple, à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire. Or, c'est pas normal. Ce n'est qu'avec des communes, au finish, on est à la tête d'un ministère, par exemple, comme celui-là. Le problème de Mikaï aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau de la FDCA, ce sont les compétences et la probité morale aujourd'hui. Vous voyez, dans une plateforme où on retrouve les grands professeurs d'université comme l'autorité morale de la FDCA, l'actuel président du Sénat, le professeur Bahati Lukobo, le Rémi Moussounga et les consorts. Alors quand quelqu'un comme Mikaï vient, c'est-à-dire aujourd'hui, il a été désavoué d'abord. Non, c'est pas un règlement de compte. Mikaï a été désavoué par ses propres députés qui ont rejoint aujourd'hui la maison. Mikaï, c'est par rapport à la trahison qu'il a piloté tous ces ministères. Avec son truc qu'il est en train de faire ici, comment on appelle ça? Les fonds patriotiques, quelque chose. C'est une flatterie là. Oui, c'est une grande flatterie. Alors nous ne voulons pas, ici pour nous l'occasion de lancer un appel au Premier ministre Sama Lukonde, au président de la République, parce que c'est de eux qu'il s'agit, c'est eux qui vont constituer et créer, c'est-à-dire travailler pour nous sortir, nous présenter le prochain gouvernement. Nous n'avons pas besoin des gens comme le Mikaï, nous n'avons pas besoin des opportunistes en République démocratique. Mais non, la question aussi, chers confrères, c'est qu'aujourd'hui, vous vous rappelez d'ailleurs au président de la République, même au Premier ministre, c'est que l'idée du départ, c'était avoir un gouvernement réduit, avec des compétences, avec des probités, des personnes... Casier judiciaire vierge. Ouais. Mais là, les gens, on semble voir comme s'ils sont tous un peu dépassés par les ambitions des uns des autres, les caprices des uns des autres, de ceux qui veulent. Mikaï vous dit, si lui, il est né comme un Jamal, si vous ne donnez pas le ministère, il va se suicider. Bon, même s'il partait, Mikaï n'a pas de poids politique. Voilà, donc tout ça aussi c'est un problème. On va terminer l'émission, mesdames et messieurs, en un mot. Pascal Wonje, on veut ce gouvernement, comment l'avoir? Comment surmonter ces blocages finalement? Ça c'est maintenant, je parle de la responsabilité directe du président de la République. Oui, il y aura des postes à distribuer, mais le 25 octobre 2023, il sera le seul devant le peuple. Oui, mais parce que je vous parlais ici du deuxième volet de la charge du président de la République. C'est celui de s'engager sur le plan économique. Et ici, il faut des gens capables, n'est-ce pas, de répondre à sa mission. Des gens qui se sont battus depuis très longtemps avec lui. C'est tout du côté de l'opposition et nous autres aussi. Naturellement. C'est comme ça que c'est autour de ces gens plutôt qui doivent faire le choix. Parce que de l'autre côté, oui, les stratégies politiques, c'est les gens qui ont démontré leur incapacité à pouvoir transformer ce pays. Et on ne peut pas encore compter avec ces gens. Nombrer la victime. Je cite maintenant son mentor, même si lui, malheureusement, il a des points de vue toujours
visiblement, contre la vision du chef, mais son mentor peut appuyer le chef de l'État. C'est parmi les gens qui l'ont appuyé depuis tous ces temps. Il y a Pascal Owonje. Il y a beaucoup de gens. Des gens comme ça qui peuvent l'appuyer et réussir ce que la population attend. Mais si on doit encore compter, parce que le confrère citait des noms, même Bahati, le consort, les Moussoungaï, mais Moussoungaï était ministre ici aussi. Posons-nous la question, sa production a été laquelle? Voilà pourquoi moi j'ai dit au chef, pensez à ceux avec qui vous vous êtes battus, estimant que sur le plan de la gestion, ils peuvent vous apporter quelque chose, sinon ils peuvent apporter quelque chose à la nation. Avec ces gens, vous composez le gouvernement. On ne peut pas connaître le blocage parce qu'il y a des ambitions. Des ambitions, on en aura toujours. Et d'ailleurs, c'est normal que les gens s'expriment. Maintenant, c'est à vous de faire le choix de quelques personnes qui vont se distinguer. Et les autres, parce qu'il y aura encore d'autres emplois, vous allez les nommer. On ne peut pas tout mettre dans le gouvernement. Même s'ils viennent 1000. Mais c'est normal, vous tamisez, vous prenez 4. Est-ce que c'est un problème pour ça? Voilà. En tout cas, Kaboun ne facilite pas la tâche au chef de l'État pour avoir amené tout ça. Il y avait des jeunes gens, des Bernard Kayumba, des Eric Mafuta, qui ont mené la révolution parlementaire. Pourquoi avoir amené tous ces crocodiles-là, les Mbikaï, les Mende, les Boussa? Ça pose énormément de problèmes. Mais les grands dangers aujourd'hui, les grands dangers, se cache à l'époque où le choix de ceux qui étaient ministrables était porté justement sur ce qui se chuchote au palais du peuple, c'est que Félix, on a peur aujourd'hui. Si on sort un gouvernement qui a trop d'insatisfaits, la majorité peut revenir à Kabila. Ça, je vous l'ai dit, c'est cela les grands dangers. Oui, mais parce qu'on ne sait pas les filtrer, parce que les gens là sont venus pas par conviction, par positionnement. C'est ça la réalité des milieux sacrés. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci Pascal, merci Eric, merci également Aimé. Un grand merci à vous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Je termine avec cet adage de Nicolas Machiavel. Il a toujours dit qu'il faut mettre en avant l'importance de conserver l'amitié du peuple à tout prix. Et on se rend compte que même de nos jours, cela vaut encore. C'est que voilà, il faut toujours, ne pas oublier, il faut garder l'amitié avec le peuple. Au revoir et à très bientôt. Merci.